Bonjour Juliette Moreau. Bonjour. Bienvenue, vous êtes présidente de Femtech France. Tout à fait. Et vous êtes sur le plateau Feu de Camp ici à Big. Bonjour Léa Déturche, Bonjour. cofondatrice CEO de PEMLab. Et effectivement, bienvenue aussi sur ce plateau. On va échanger ensemble pendant ce format de 15 minutes. Juliette, déjà, Femtech France a pour ambition d'aider au développement de startups dédiées à la santé des femmes. C'est ce que je disais en préambule. Comment est né ce collectif ? Alors c'est un collectif qui est né il y a 1 an, donc qui est assez récent, qui est né d'un constat qu'aujourd'hui en France, la Femtech avait une représentation relativement faible et qu'il y avait un vrai besoin de fédérer l'écosystème. Juste pour rappel, la Femtech, donc c'est l'innovation en santé des femmes, hein, et c'est une innovation qui va se retrouver vraiment au cœur de trois gros écosystèmes: la santé, l'innovation et tout ce qui est changement sociétal. Et c'est de trouver quelque chose qui rassemble des structures qui aujourd'hui innovent sur ces 3 domaines en même temps, qui nous a donné envie de créer Femtech France. Et pour leur proposer quoi ? Quel accompagnement ? Alors, notre premier enjeu, c'était de faire en sorte qu'on donne à des jeunes projets, donc des projets qui se développent, un petit peu une sorte de vadémécum, de comment justement s'intégrer dans le monde de la Femtech à travers un programme de formation de 20 heures. Donc on a eu une première session l'an dernier. Là, on a commencé la formation de la deuxième promotion. Donc ça concernait 2 fois 10, une dizaine de startups. Et puis derrière, c'était surtout pouvoir permettre au collectif de bénéficier de visibilité, d'entrer dans un certain nombre de structures conséquentes qui leur donnent à voir. Et un de nos grands succès, ou en tout cas grand plaisir, ça a été d'avoir monté un village Femtech à Vivatech cette année. Village qui nous a permis de montrer le travail de plus de 24 startups. La Femtech, ça représente combien d'entreprises ? Alors en France aujourd'hui, on a réalisé un baromètre en juin, justement, qu'on a présenté à Vivatech. En France, aujourd'hui, c'est 115 structures. Il faut savoir qu'il y en a 65 qui ont déjà rejoint le collectif. Je me tourne vers Léa, effectivement. Léa, PEMLab, c'est la première boutique française dédiée au bien-être intime et menstruel. Comment est-ce possible qu'en finalement 2023, ce ne soit que la première ? Déjà parce que c'était un sujet très tabou. C'est pour ça qu'il n'y a eu absolument aucun espace qui a été dédié. Personne ne voulait parler de ménopause, de règles. Donc tout simplement parce que le sujet est tabou, on n'a pas réussi en fait à ouvrir des lieux dédiés à ce sujet. Et c'est encore très récent qu'on parle de ces sujets-là. Et même en boutique, on le voit encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes qui ne réussissent pas forcément à nous parler de leurs problématiques intimes. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour détabouiser le bien-être intime des femmes. Alors raconte-moi, PEMLab, c'est quoi comme aventure, depuis quand et ce que vous proposez ? Ouais, alors j'ai commencé à travailler sur PEMLab il y a 1 an et demi, quand j'étais en école de commerce. Et on a ouvert le lieu il y a 6 mois maintenant à Paris. Donc c'est en plein cœur de Paris, au 101 rue d'Aboutir. Donc c'est vraiment un espace qui accompagne les femmes à mieux vivre chaque étape de leur vie intime, des premières règles jusqu'à la ménopause. Donc dans ce lieu, il n'y a pas qu'une boutique, justement, donc je voulais le spécifier. Donc il y a toute une gamme de produits pour les règles, la maternité, la ménopause, la sexualité des femmes. Mais il y a aussi un cabinet de consultation avec des professionnels de santé qui vont aider les femmes qui ont des dérèglements hormonaux, des troubles menstruels. Et on fait aussi justement beaucoup d'événementiels pour sensibiliser à ces sujets et libérer la parole le plus possible. Voilà. Donc de l'innovation, des services ? Voilà, c'est ça. Et nous, on est pour le coup pas sur de la tech, mais sur de l'innovation sociétale et sociale. Voilà. Ça vous inspire quoi, Juliette ? Ça m'inspire que c'est typiquement le type de projet qui a besoin du collectif pour justement être dans une partie innovante sans pour autant avoir cet aspect ultra-tech, même si... Par ailleurs, c'est ça qui est merveilleux dans la Femtech, on a des projets qui sont à un haut niveau d'innovation, comme des projets biotech ou des projets qui sont sur DDM, qui vont avoir un niveau d'innovation important. Après, toute la difficulté, justement, quand on essaie ce domaine-là, c'est de montrer la force de ce marché-là. Je rappelle quand même que le marché de la Femtech, au niveau mondial, c'est 100 milliards d'euros prévus en 2030. C'est un marché dont la croissance aujourd'hui a toujours dépassé ses prévisions et sur lequel le taux de pénétration en Europe et en France en particulier reste encore relativement faible. Donc il y a une belle marge. D'où l'importance d'avoir des projets comme ceux-là qui naissent, des projets scalable et qu'on peut nous aider et accompagner par la force du collectif. Justement, une mise à l'échelle est-elle possible ? Vous disiez, il y a plus d'une centaine de startups référencées en Femtech. Comment elles arrivent à évoluer et est-ce qu'elles peuvent, comment accélérer encore ? Comment on fait ? Des sous. Oui.
c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, sur l'écosystème, on a principalement des startups qui ont levé en moyenne 1 million d'euros, ce qui est relativement faible. On a quelques grosses levées entre guillemets, autour de 30-25 millions d'euros, mais ça va concerner 3-4 startups, pas plus. Donc toutes les autres derrière, c'est un processus de levée relativement long qui souvent, et je pense que Léa va en parler, souvent est réorienté vers crowdfunding, love money, prêt bancaire, parce qu'aujourd'hui on a encore du mal à embarquer avec nous des investisseurs des VC et autres. Voilà. On va en parler justement, parfait, on ouvre ce sujet. Léa, vous avez tenté une levée de fonds qui n'a pas abouti. Finalement, pourquoi selon toi ? Alors c'est vrai qu'on a essayé une levée de fonds justement pour ouvrir le lieu et je me pose la question, c'est vrai que quand on arrive devant un investisseur et qu'on ne veut pas forcément faire une plateforme SaaS, une application, au début en fait les investisseurs ne comprenaient pas du tout l'intérêt d'ouvrir un lieu. Pourquoi pas juste créer une application, un site e-commerce où tout est centralisé, tout va beaucoup plus vite, tout est beaucoup plus scalable. Et moi, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est qu'en fait, pour parler de sujets aussi intimes, en fait, les femmes, elles ont besoin d'être écoutées, d'être entendues et que finalement, la scalabilité, elle pourra venir plus tard, à savoir, par exemple, faire des modèles de franchise, faire du B2B, créer de l'événementiel, enfin, faire plein de choses différentes. Mais pour ouvrir une petite boutique devant des investisseurs qui sont souvent aussi des hommes, prennent pas forcément l'intérêt. Et après, je pense pas que c'est que parce que je suis une femme et que je suis dans la femtech que j'ai pas réussi à lever de l'argent. Il y a l'âge. Alors, il y a peut-être l'âge. Ouais. Je suis encore un peu jeune. Non, c'est surtout que je pense que j'étais pas prête. J'avais pas beaucoup d'expérience entrepreneuriale, peut-être pas assez convaincante, pas assez de métriques. Et aujourd'hui, je pense que si là, dans 6 mois, j'arrivais avec un meilleur business plan, plus de chiffre d'affaires, des meilleures marges, etc., je pense que j'y arriverais beaucoup plus. Et parce que je pense être un peu plus experte qu'il y a 1 an. Donc voilà, c'est des torts partagés, on va dire. Et comment on se développe sans levée de fonds alors ? Alors du coup, prêt bancaire. Moi, on est allé voir la Société Générale. Après, on a fait un peu de love money également et on a vraiment ouvert le lieu avec les moyens du bord. Donc avec peu d'argent et voilà. Et pour les prochaines fois, je pense qu'au moins on saura quel est le minimum de fonds qu'il nous faut pour ouvrir des lieux et voilà. Juliette, on peut faire sans levée de fonds ? Ça dépend vraiment du projet. Le projet de Léa, PemLab, est un projet qui clairement n'avait pas besoin d'une mise importante parce que le niveau réglementaire n'était pas démesuré. Dès qu'on rentre sur des projets santé avec des nécessités de réglementation, de R&D fortes, des essais cliniques, derrière, oui, il faut pouvoir lever de manière conséquente. Et c'est là où en fait on rencontre un certain nombre de freins, parce que sur des projets qui vont se dédier à une pathologie 100% féminine, il faut pouvoir convaincre qu'en effet la R&D va être longue, les essais cliniques vont être longs, et donc le retour sur investissement va l'être, comme dans toute la F-Tech en fait. Léa, quels sont les objectifs avec PemLab ? Alors, les objectifs, c'est d'ouvrir des lieux un peu partout en France et j'aimerais bien aussi à l'international de travailler sur un modèle de franchise, mais pour ça, il va falloir lever de l'argent pour aller beaucoup plus vite. Donc voilà les objectifs à long terme. Et donc passer cette fois par la levée de fonds ? Ouais, j'espère, en equity. Si en possible. equity. Je sais que vous n'êtes pas en pharmacie encore aussi. Vous n'êtes pas en pharmacie. Est-ce que c'est un sujet, un frein aussi pour vous, notamment sur les protections ? Alors en fait, nous, comme on est distributeur, on n'a pas forcément vocation à distribuer des produits que nous-mêmes on distribue déjà dans des pharmacies. En revanche, peut-être nouer des partenariats, ça pourrait être intéressant. Et notamment sur le sujet du remboursement des protections menstruelles. C'était mon idée. Ah oui, c'était l'idée, d'accord. En fait, je peux me permettre sur ce point-là. Ça, c'est un vrai sujet de collectif pour le coup. Pour nous, ça a été une question. On a lancé un groupe de travail qui vise justement à accompagner les startups qui produisent des protections menstruelles ou qui les distribuent et à pouvoir faire un plaidoyer pour permettre que dans le cadre du projet de loi à venir et du PLFSS actuel, ce soit bien des structures françaises et si possible innovantes et start-up de la Femtech qui puissent être privilégiées dans ce type d'offres. La remarque de Léa tout à l'heure sur la levée de fonds et sur des fonds d'investissement qui sont souvent représentés beaucoup par des hommes, ça fait partie aussi des choses qui doivent évoluer. Alors, je pense que oui, et en même temps, là, je venais de voir une très très grosse levée qui vient d'être annoncée
sur une structure US qui travaille sur le milieu de vie de la femme. Et le principal acteur, c'est Google Venture. À date, Google Venture, il y a beaucoup de garçons aussi. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit qu'une question de genre. Je pense qu'il y a aussi une question d'opportunité et de voir comment ces opportunités-là se développent en Europe et peut-être de sensibilité à ces sujets-là. C'est quoi les prochaines grandes étapes pour Femtech France ? Alors, on voudrait recommencer une présentation, un bel événement comme celui qu'on a fait l'an dernier, l'an prochain. Donc, on recherche des partenaires pour pouvoir recommencer quelque chose de similaire et mettre en valeur les startups qu'on a. Et puis, on aimerait pouvoir aussi aller encore plus loin dans la promotion des startups qui nous accompagnent, qui font partie du collectif. Et c'est l'enjeu aussi de tous les échanges qu'on a avec nos différents partenaires. Léa, on parlait tout à l'heure effectivement du collectif, de la notion de collectif. Les réseaux, on parlait juste avant de réseau à l'international, mais de réseau. Est-ce que toi, tu fais partie de réseau ? Est-ce que justement cette notion de collectif compte beaucoup ? Alors déjà, on est cartographié au sein de Femtech France. Alors après, on n'a pas encore suivi la formation, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va faire. En tout cas, moi, depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat, même si on n'a pas réussi à lever des fonds, par contre, on a toujours eu des mentors, des incubateurs, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'au début, on se sent un peu seul. Avant que mon associé me rejoigne, j'étais toute seule à travailler. Donc j'avais besoin de m'entourer de personnes meilleures que moi qui pouvaient me conseiller. Et donc, nous, on a fait l'incubateur Propulseur des éclaireuses. Donc, c'est un média qui met en lumière les initiatives des femmes. Et voilà, on a été accompagnés par toute l'équipe des éclaireuses pendant 1 an. On avait des bureaux, des masterclass, beaucoup de conseils. Et elle-même était entrepreneuse, donc ça nous a beaucoup aidés. Et je pense que c'est hyper important de ne pas rester seule et d'être bien accompagnée. Voilà. Tu partages, j'imagine ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est quoi la force du collectif ? La force du collectif et peut-être, oui, pour aller dans le sens du collectif, même au-delà en fait, de l'écosystème entrepreneurial. Encore une fois, la Femtech, ça touche à la santé. Peut-être juste citer qu'on vient de signer un partenariat, une convention avec la PHP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, premier hôpital européen, pour pouvoir aller plus loin sur l'innovation en santé des femmes. Et ça fait partie justement, on a tissé beaucoup de liens avec d'autres écosystèmes de la French Tech en général, parce que l'idée, c'est surtout de pouvoir inscrire les innovations dans... faire un petit peu de disperser un peu ces sujets-là dans d'autres écosystèmes et en particulier le monde soignant. Un dernier mot, Léa ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De créer un empire autour des menstruations des femmes. Voilà. On termine là-dessus. Merci beaucoup Léa, merci Juliette d'être venue sur Feu de camp. Et dernière séquence de cette matinée à venir, on va parler de souveraineté industrielle heureuse.